toute la politique nazie d'oppression. Eux comme espoir. Oh oui, ça c'était une des techniques nucléaires, je crois, de Chapoutot, oui. Mais c'est un truc qu'on retrouve aussi chez Ingrao, il me semble, sur le fait de voir et d'analyser. Mais je sais que c'est un truc pour lequel Chapoutot, pareil, dans sa vie d'historien. Oui, c'est Ingrao, l'espérance nazie. Mais Chapoutot aussi en parle un petit peu de l'utopie nazie. Et c'est intéressant parce que c'était un peu des historiens qui ont un peu choqué leur entourage parce qu'ils ont été un peu là à dire en mode non, mais il faut arrêter de voir les nazis comme des grands méchants, qui ont une idéologie de grands méchants qui est comprise comme une idéologie de grands méchants par les gens qui sont d'accord avec eux. Il faut le voir comme des gens qui sont porteurs d'une espérance, qui sont porteurs d'une utopie. Une utopie qui est mortifère, bien évidemment, qui amène à la mort, à l'épuration ethnique, etc. Mais pour eux, c'est quelque chose que ces gens percevaient comme de l'utopie. Et donc, comment ces affects-là, positifs, sont associés au fait de la mise à mort systématique, de l'enfermement et de la torture des autres, tu vois. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup dans leur... dans l'approche du trio d'enfer Chapoutot et Ingrao Patin, c'est leur inclusion des affects des personnes et de cet aspect sensible un petit peu de l'histoire. Déborah Brosto est sur des sujets pas loin, genre les affects nazis et tout, elle est top. Ok, bah je connaissais pas Déborah Brosto, bah trop stylé, trop stylé. Mais j'ai l'impression que c'est un truc qui peut-être que je peux me tromper, hein, mais de ce que j'ai compris, c'est un truc qui a mis du temps à s'imposer dans l'historiographie, en tout cas française, quoi. Et de massacre est une politique de fermeture de l'espérance pour les populations qui en sont victimes. Pour les participants au projet de conquête, de colonisation et de génocide, c'était un espoir sonnant et trébuchant. J'ai choisi ce mot aussi parce que c'est pour donner aussi de l'espoir et essayer de comprendre quel était à la fois l'espoir et l'espérance, c'est des mots qui sont proches, à la fois des nazis, quel était leur espoir et leur espérance, mais aussi, j'allais dire, et surtout, de ceux qui étaient victimes des nazis, c'est-à-dire quel était l'espoir chez les juifs, chez les communistes, chez les résistants, en France, ailleurs. Ok, donc c'est pas juste le nazisme comme espoir et comme transcendance, etc., mais c'est aussi comment les gens qui résistaient, avaient-ils de l'espoir, gardaient-ils espoir, quelle était leur projection. Ça, c'est aussi intéressant parce que c'est un truc dans lequel on se projette beaucoup, n'est-ce pas, cher public? On peut partir peut-être d'un des romans les plus célèbres des années 30, qui est L'Espoir, d'André Malraux, et dont le titre est devenu un peu emblématique d'années 30, marqué par la désespérance, précisément, puisque, au fond, le contrat social et civilisationnel de l'Occident était rompu, dans la mesure où le contrat social tacite depuis la fin du XIXe siècle, c'était qu'on abandonnait les cultures traditionnelles, on abandonnait les villages, les campagnes, on abandonnait les foi, les espérances transcendantales traditionnelles, contre un nouveau mode d'être ensemble, comment dire aujourd'hui, un nouveau mode de... Oui, c'est El Famoso moment du désenchantement du monde, de l'unification à marche forcée des cultures. Oui, le truc qu'on a tué Dieu, même en France, tu vois, genre la mise en place de la Troisième République a été aussi celle d'une unification linguistique, symbolique, la place du monde militaire comme unification linguistique, comme unification culturelle, etc., etc. Enfin bref, il y avait toute une littérature patriotique qui était celle justement de l'effacement des cultures. Et puis après, bon, je parle pas aussi de vos grands-pères et grands-mères bretons, qui ont tapé sur les doigts quand ils parlaient breton à l'école. Enfin voilà, la place de l'école aussi comme destruction et unification de la culture. Mais du coup, c'est assez intéressant que les mêmes qui déplorent la destruction et l'unification de la culture sont ceux qui la font aussi, sont ceux qui participent de cette concentration autoritaire de la culture, en l'occurrence allemande, mais à l'époque française aussi. Groupement humain dans des grandes villes, dans des ensembles industriels, on abandonnait l'artisanat contre le salariat, etc. Et tout cela a été fracassé par la très grande crise post-1929. Donc crise financière, capitalistique. Mais ça, c'est que genre, t'es en plein exode rural. Il y a un premier choc qui suit de l'adaptation au monde industriel, à l'adaptation corporelle, culturelle, etc. au monde industriel. Et bam, t'as la crise qui te tombe dessus. Et ce que tu as quitté pour retrouver quelque chose de mieux, bah, tu te retrouves à le perdre une nouvelle fois, quoi. Genre, c'est vrai qu'il y a un choc, même jusqu'à physique, qui est immense avec cette crise, quoi. Devenue une crise économique, une crise sociale, c'est bien connu, et ça a marqué la fin du libéralisme classique, on va dire. Et ça a ébranlé les contemporains, parce que de fait, il n'y avait plus grand-chose à quoi se raccrocher. C'est-à-dire que Dieu était plus ou moins parti sans laisser d'adresse, en masse, de population C'est européenne la rupture d'une promesse. Ouais, c'est ça, exactement. et occidentale. L'économie et le Et la fonctionnement trahison d'un espoir, pour reprendre le mot de cette partie. de la société ne donnait plus satisfaction matérielle, on va dire. Et dès lors, des
religions séculières, des religions politiques ont voulu combler ce vide-là. Il y a le stalinisme en URSS, il y a le fascisme en Italie, il y a le nazisme en Allemagne, qui non seulement étaient des doctrines politiques, qui étaient des programmes géopolitiques, mais au-delà de ça, qui étaient également des tentatives de prendre en compte et de prendre en charge des questions métaphysiques sur l'espérance personnelle, l'espérance collective. Et ça peut paraître choquant, mais et de fait, ça peut paraître aussi provocateur pour un historien comme Christian Ingrao, dont on parlait tout à l'heure. Quand ça, ministre de l'aviation du Reich. Je connaissais pas cette partie de son CV, Ingrao. C'est pour ça qu'il est aussi expert du nazisme. Il y a une petite erreur au montage, je pense. Il y a une petite erreur dans les automations, dans les copier-coller de templates. Paraître aussi provocateur pour un historien comme Christian Ingrao, dont on parlait tout à l'heure, de sous-intituler un de ses ouvrages « Espérance nazie et génocide ». Oui, la promesse de l'Est, oui. Et ça, en effet, parce qu'on se dit tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, moi, je veux revenir un petit peu sur ce côté transcendance. Je pense que quand tu venais d'une société où la religion, depuis des siècles, organisait le rapport à la transcendance, et quand je parle de transcendance, je parle d'un phénomène humain, auquel on donne une cohérence, une proximité et une compréhension avec des récits, la Bible, le Coran, etc. Bon, c'est la façon très, très athée avec laquelle j'ai de parler de la religion. Et c'est vrai que comme depuis des siècles, c'était la hiérarchie religieuse qui se chargeait de cette administration et cette organisation sociale de la transcendance à l'échelle des sociétés européennes, etc. C'est vrai que se retrouver tout à coup dans ce changement anthropologique majeur qui est celui que la transcendance prend de plus en plus sa place en politique, puisqu'on a une ère de masse, une ère de participation politique de masse, qui est aussi une nouveauté anthropologique depuis un siècle à peu près. Mais bref, ce qui est aussi une grosse nouveauté avec les grands centres ouvriers qui concentrent des personnes, etc. Et en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment un effet de nouveauté, parce que moi, ça me paraît évident, même particulièrement en tant que militant, ça me paraît évident que on retrouve de la foi dans le militantisme, on retrouve de la foi dans la politique. C'est même que la politique ne peut pas exister sans la foi. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça crée du coup un changement assez brusque qui doit en déboussoler plus d'un, et du coup justifier encore plus de fantasmer le retour à comment c'était avant, etc. Je sais pas si on peut corréler ça aussi, mais la crise de 29 arrive dans un moment où on est à peine une dizaine d'années après la fin de la Seconde Guerre. Dans le centre de l'Allemagne, à cette période, une société déjà traumatisée qui subit un deuxième traumatisme en seulement quelques années. Oui, de fou. Une société traumatisée, non soignée, à qui puisqu'on lui a imposé un diktat, etc., dans lequel elle n'a pas eu le temps de se soigner de ce traumatisme, et qui se retrouve une nouvelle fois traumatisée. Il y a plusieurs blessures profondes dont le super droit international n'a pas pris la charge de s'occuper, quoi. Il n'y a pas plus croyant qu'un coco qui croit au grand soir. Non, mais le grand soir, c'est un peu le cliché, tu vois. C'est un peu le cliché de la croyance aveugle, etc. Comme quelqu'un qui croit que s'il fait 3 je vous salue Marie, c'est bon, il ira au paradis, tu vois. Pour moi, c'est un peu l'équivalence. Mais il y a aussi rien de plus croyant qu'un antifasciste qui milite quotidiennement et protège les mouvements sociaux. Il n'y a rien de plus croyant qu'un syndicaliste qui continue de se battre pour ses collègues et pour ses camarades, même si parfois ses collègues n'y croient même plus eux, tu vois. Et c'est pas qu'une question de grand soir et de foi aveugle en un grand avènement. S'il y a de la foi en politique, ça ne donne pas crédit justement aux extrêmes droites qui pensent aux grands et leur lutte de civilisation, au grand emplacement et leur lutte de civilisation. Non, parce que précisément la foi est humaine. Et donc en fait, c'est pas qu'il y aurait des foi, des religions, on va dire, fondamentalement enchaînées au corps des personnes et qui en feraient les soldats d'une grande guerre de civilisation. C'est que chacun intimement a son propre rapport à l'espoir, à la foi, qu'il va placer dans de la religion, dans de la politique, etc., etc. Donc en fait, le grand emplacement, le choc des civilisations, c'est l'idée que tu es un soldat, un fantassin de ton idéologie religieuse. Alors que moi, mon rapport à la foi, c'est plutôt que tu ne peux pas militer si tu n'as pas un rapport à autre chose et à quelque chose de plus grand. Et c'est un truc que les fascistes ont aussi. Eux, ils appellent ça leur rapport à Dieu, le truc le plus grand. Ils ont une transcendance mortifère. Ils ont une transcendance qui est dans l'effacement de l'autre pour la suprématie de leur propre camp. C'est leur façon d'administrer leur transcendance. Ce qui n'en fait pas moins un sentiment humain, mais un sentiment humain qui est tourné vers un projet qui est néfaste. C'est un rapport idéaliste, alors j'ai l'impression. Oui, c'est dans le sens purement idéaliste, purement psychologique même, j'ai envie de dire. La foi comme force de croire en quelque chose. Oui, c'est ça. Du coup, oui, la promesse de l'Est, l'espérance nazie, etc. Tu parles de la promesse de l'Est, c'est-à-dire cette promesse de conquête et de colonisation d'un vaste espace à l'Est jusqu'à l'Oural, c'est de fait une espérance nazie. Les nazis donnaient
à la population allemande la promesse que les questions auxquelles ils étaient confrontés allaient être résolues par l'adhésion au projet nazi, résolues d'un point de vue spirituel et intellectuel comme d'un point de vue matériel. C'est-à-dire que grâce au nazisme, on allait savoir qui on était, où l'on se trouvait, où l'on allait, et on allait aussi toucher des dividendes substantiels de la conquête et de la colonisation en tant que maître et seigneur colon, le der deutsche Herrenmensch, le maître, le seigneur et maître allemand, c'est celui qui va toucher les bénéfices de la conquête, de la colonisation, de la mise en esclavage et du génocide, mise en esclavage de dizaines de millions de personnes et extinction également de dizaines de millions de personnes. Oui, ça c'est une promesse de l'identité par la domination. Et un truc de vous serez grand parce qu'on va vous offrir des populations à opprimer, etc. C'est la logique purement fasciste, quoi. C'est-à-dire que on décrète que votre plus grand dénominateur commun c'est votre race, et du coup prolétaire comme grand propriétaire terrien, vous serez dominant et réconcilié par le fait que vous avez d'autres gens opprimés. Enfin, c'est vraiment le truc très classique de la construction de l'identité purement fasciste, quoi. Et c'est du coup une foi par la domination qui est, encore une fois, ne se retrouve pas dans toutes les pensées politiques. La réalisation individuelle dans la domination en tant que peuple, c'est ça. Et qui donne du coup un sens à cette transcendance, où la transcendance se fait dans cette projection de puissance du peuple. En fait, ce peuple-là qui te dépasse et qui t'aspire et qui est ce tout qui te nourrit, c'est cette transcendance-là raciale qui fixe les affects. Après, ça n'a pas trop pris côté prolétaire à cette époque, non, c'était plutôt les petits bourgeois à leur base sociale. Oui, la promesse et sa réalisation ne sont pas la même chose. Donc ça, c'est l'espérance nazie. Une espérance qui se comprend d'un point de vue de conquête et de colonisation, d'un point de vue de violence et de prédation, mais qui effectivement implique pour la partie adverse ou pour les autres populations européennes de la désespérance. Le tableau que tu décris, c'est quand même un tunnel, quoi, très sombre, où il y a que la mort, l'extermination, etc. Et où trouver la lumière quand on est contemporain de cette époque, qu'on soit communiste, juif ou alors, du point de vue résistant. des Allemands et des participants au projet de conquête, de colonisation et de génocide. Ok, donc l'espoir côté victime maintenant. Mais en vrai, les gens, un des enjeux, par exemple dans la conquête coloniale, dans l'empire colonial français, c'était dans la propagande coloniale de convaincre le peuple français que dépenser des 1000 et des 100 en dépenses militaires et donc en impôts des Français dans la colonisation de l'Afrique, etc., se traduirait dans une transcendance positive pour la population française aussi. C'est pour ça qu'il y a eu autant de propagande coloniale à certaines périodes où parfois la population était en mode « Qu'est-ce que vous allez foutre là-bas ? Occupez-vous de nous », tu vois. Il y a un enjeu de la conquête des esprits aussi dans la colonisation française, et en fait c'est un peu on peut identifier une fonction assez similaire de ce qu'il a décrit comme la conquête de l'Est, à ceci près que l'idée de conquête territoriale, lorsque tu parles d'un empire continental et non pas d'un empire colonial extérieur, c'est aussi un espoir de s'établir, de déménager dans des endroits plus hospitaliers, de rêver d'un endroit meilleur aussi en termes de paysage, en termes de géographie, etc. Un endroit dans lequel tu pourras vivre et où tu pourras t'établir comme dominant. Là où dans les empires coloniaux, il y a ça aussi, mais pareil, beaucoup de pieds noirs sont des travailleurs, des ouvriers qu'on envoie là parce qu'ils n'ont pas de thunes et que, bon, après tout, au moins ils ont un lopin de terre, tu vois. Mais c'est plus compliqué dans l'histoire des empires coloniaux de convaincre les personnes de dire, bah voilà, tu vas aller t'établir dans une terre qui n'a rien à voir avec ton continent. Alors que pour l'Europe, tu pouvais dire, bon, c'est à peu près des paysages similaires, c'est la même latitude, etc., etc. Donc je pense que la conquête des esprits aussi se fait plus efficacement dans la projection de la conquête territoriale continentale, là où la conquête coloniale se fait davantage dans un retour sur investissement à domicile. Voilà, quelqu'un dans le chat disait le sucre, le café, etc. Que c'est pas tant qu'on va vous promettre de vous répandre sur la terre et de vous établir dans des endroits où vous serez dominant. Il y a ça, en effet, pour les élites coloniales, etc. Mais c'est surtout que vous recevrez en retour les dividendes de la colonisation, le confort, la domination à domicile, mais sur tous les autres. Et donc j'ai l'impression qu'il y a aussi un rapport différent à la façon dont les gens se projettent dans la conquête territoriale en fonction de si tu parles d'un empire colonial extérieur ou un empire territorial continu. Oui, en tout cas, il y a toujours un rapport matériel, ça c'est clair. Ah mais bien sûr. Quand on parle de transcendance, etc., ça touche à des éléments très, très, très matériels. Si t'as faim tous les jours, tu vas pas voir le monde de la même façon que si tu bouffes bien, tu vois. Donc c'est aussi des choses qui impactent ta psyché, ta façon de voir le monde. Enfin bref, tout ça c'est très la psychologie est très matérialiste, les gens. Même l'idéalisme part du matériau. Ça impliquait évidemment, les nazis concevant toute activité comme un jeu à somme nulle, ça impliquait effectivement la désespérance pour les populations qui allaient être réduites en esclavage, exploitées
exploiter, prédater ou exterminer. Et de fait, de notre point de vue, d'Ouest européens, d'Occidentaux, d'extrêmes occidentaux, on va dire, les années 30 et les années 40, jusqu'en 45, apparaissent comme étant le temps de la désespérance. Je voulais, vous renvoyer encore une fois à l'un de mes podcasts préférés, d'ailleurs, il faut que je finisse le dernier épisode, de In Bed with the Right, que je vous recommande toujours, désolé, c'est en anglais, pardon, où c'est du coup une série de podcasts sur l'année 1933, mois après mois, vue au travers de Victor Klemperer et Thomas Mann, et où tu vois aussi, tu as une rentrée aussi psychologique dans l'espoir, le désespoir, le cynisme, la clairvoyance, etc., etc. Il n'y a malheureusement pas de version française de ce podcast, je suis vraiment désolé. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un récit au travers des journaux intimes de ces personnes. Et tu vois vraiment ce rapport, comment dire, la désespérance et la lutte contre la désespérance aussi. Je crois que c'est celui de Victor Klemperer, je crois, ou d'un autre qui est cité dans le podcast, où l'année 1933, c'est l'année où il se lance dans la construction de sa maison. Et du coup, ce qui fait une espèce de distorsion un peu bizarre, parce qu'au fur et à mesure où l'année progresse et que la construction de sa maison progresse, il se rend très vite compte qu'il va pas pouvoir en profiter de sa maison et qu'en fait, finalement, il a construit quelque chose qu'il va être contraint de perdre quoi qu'il arrive. Et le fait de se lancer dans la construction de cette maison, c'est aussi une façon de mettre à distance l'inévitable du fait qu'il va la perdre. Je trouve que c'est un truc assez magnifique, mais qui montre aussi qu'il y a à la fois la désespérance, la conscience que ça va dégénérer, la conscience que de la part, là en l'occurrence, c'est des professeurs juifs notamment. Klemperer, il est juif, sa femme n'est pas juive, mais elle est plus clairvoyante et elle le prévient en mode bellec, ça va mal se passer, alors que lui, au contraire, comme c'est un vétéran, comme c'est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, son statut le protège encore un peu. Voilà, c'est ça. Thomas Mann, il n'était pas homo. Non, c'est son fils qui est homo, je crois. Et sa fille qui est lesbienne. Bref, mais du coup, donc c'est assez intéressant parce que il y a ce rapport entre l'espoir et le désespoir où tu peux pas te permettre de te faire aller au désespoir. Le fait de te laisser embarquer dans les choses quotidiennes de la vie, c'est une façon aussi de mettre à distance le désespoir, de mettre à distance les doutes et les questionnements, etc. Mais on le voit observer la société autour de lui, observer la nazification progressive, observer les purges autour de lui à l'université, etc. Avec cette inquiétude grandissante, un peu ce bruit de fond, ce bruit sourd de l'angoisse qui monte, même s'il fait tout pour essayer de la mettre à distance, quoi. Enfin bref, je trouve que c'est assez intéressant et ça transparaît dans tout le projet 1933 et dans tous les journaux intimes de Victor Klemperer. Enfin bref. La politique nazie d'oppression et de massacre est une politique de fermeture de l'espérance pour les populations qui en sont victimes. Et toute l'activité de la résistance, par exemple, des résistances européennes, a été de rouvrir l'espérance, de rouvrir l'univers des possibles. Les nazis raisonnaient en termes d'absence d'alternative. De ce point de vue-là, l'analogie avec certains ultralibéraux et néolibéraux. Oui. Il a dit pas d'alternative, je suis en mode Margaret Thatcher. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup aussi à la domination économique, au fait que non, il n'y a pas d'alternative, vous serez les esclaves du capital, fermez vos gueules, quoi. Esclave est peut-être un mot un peu fort, mais vous avez capté. Libéraux est tout à fait valable. Il n'y a pas d'alternative. La loi de l'histoire, c'est la loi de la nature, et la loi de la nature, c'est la domination des uns et l'extermination des autres. Ou du moins leur asservissement, leur réduction en esclavage. Et c'est pour ça que je vous parlais de la foi militante et de la foi du délégué syndical qui continue de se battre et qui continue de faire valoir les droits de ses collègues et camarades. Et donc tout le pari des résistants a été de rouvrir d'un point de vue pratique, mais aussi d'un point de vue intellectuel, psychologique, de rouvrir le champ des possibles. Ça, c'est quelqu'un qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Alia Aglan, qui est professeur à l'université Paris 1 et qui a fait son HDR. Et l'habilitation à diriger des recherches, c'est la deuxième thèse, au fond, qu'on fait que l'on prépare pour passer professeur, devenir professeur des C'est en gros une AGR, c'est une méga thèse, quoi. Alors thèse c'est ça, l'AGR c'est ça, quoi. Et Alia Aglan a fait un livre formidable qui s'appelle Le temps de la résistance, où elle a étudié des sources de la planification et de la projection de la résistance française. Qu'est-ce que les résistants imaginaient pour la suite ? Ils imaginaient évidemment l'inverse de ce que les nazis proposaient, et c'est quelque chose dont nous avons hérité aujourd'hui. Et je pense qu'il doit y avoir une grande différence, par exemple, entre les résistants communistes qui, je pense, rêvaient plus des lendemains qui chantent que les résistants de droite, où il y en avait beaucoup quand même, qui eux fantasmaient plutôt un retour à l'ordre, ou simplement, je sais pas, mais je pense qu'il doit y avoir une différence de comment ils fixent leur espérance. C'est-à-dire le programme du Conseil national de la résistance, qui impliquait la régulation de la presse pour qu'elle soit moins vendue. Et typiquement, le programme du CNR, c'est vraiment le truc de voilà pourquoi on se bat, quoi. Aux intérêts des milliardaires, en tout cas c'est ce que l'on espérait au moment du programme du CNR, c'est la sécurité sociale.
sociale. Mhm. C'est une forme de justice interne et externe également internationale avec la régulation des relations internationales par le droit international. Bref, ce travail d'espoir et d'espérance qui a été effectué par la résistance, nous en sommes les héritiers, les dépositaires et les bénéficiaires. Et souvenons-nous que lorsque Nicolas Sarkozy a été élu président de la République en 2007, Denis Kessler, qui était à l'époque le numéro 2 du MEDEF, avait dit dans un édito, écoutez, notre programme à nous, c'est de détruire point par point le programme du Conseil national de la résistance. Quand même une dinguerie. Tu te sens pas comme un nazi quand tu dis ça? Tu te sens pas comme un immense collabo? Quand ton programme, tu dis il faut défaire le programme du Conseil national de la résistance contre les nazis, tu te dis pas are we the baddies quand même? Tu te dis pas que je suis le méchant de l'histoire. Genre non, tu te dis oui, je suis un nazi et je l'assume. Une entreprise dépend l'esclavage en France, le MEDEF. Ah non, mais c'est vraiment, c'est une folie. C'est vraiment aucune pression, au calme. Donc de ce point de vue-là, on est d'autant plus fondé à mobiliser la référence aux années 30 et 40 lorsqu'on veut essayer de penser le monde contemporain, puisque aussi bien des gens qui sont aux commandes aujourd'hui, alors Denis Kessler est mort, mais enfin son esprit est encore vivant. Voire même pire. Parce que là, on n'est plus au fait de dire on veut le programme du CNR. Il y a carrément des gens qui veulent les lois de Nuremberg, quoi. Donc bon. De ce point de vue-là, on a affaire à des gens qui, très clairement, disent froidement qu'ils veulent détruire cette espérance élaborée par la résistance. En Allemagne, les Juifs, par exemple, ou les communistes, c'était quoi leur espérance, eux? Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs de révolte? Est-ce qu'il y avait des confréries clandestines qui se constituaient pour lutter contre ce joug? Ou est-ce que ce n'était que des espérances? Tu poses la question de la résistance en Allemagne ou dans les zones... Et de l'espoir aussi. Oui. Quel espoir il pouvait y avoir dans ces années-là? Je parle de même avant-guerre, quoi, les années 33, 34, 35. Un des artifices du nazisme a été... Dans les espoirs, j'imagine qu'il va citer le... Est-ce que le sionisme peut rentrer dans un des espoirs des Juifs? Parce que quand tu regardes les écrits des sionistes à l'époque, c'était un peu des nazis, mais qui voulaient faire pareil par chez eux, quoi. Mais je pense que oui, le sionisme rentre dedans. Le Bund, l'exil, j'imagine. Mais oui, je pense qu'il y avait plusieurs courants d'espérance, quoi. Dans cette idée qu'il n'y a pas d'alternative et que leur règne s'impose. Ça dépend qui, que l'empereur est hyper critique vis-à-vis. Ah non, il y en avait énormément qui étaient très critiques vis-à-vis du sionisme. Le sionisme n'était pas une idée si majoritaire que certains le prétendent aujourd'hui. Et même les sionistes étaient très, avaient des mots extrêmement durs et très méprisants envers les résistants, dans les ghettos, etc., quoi. Oui, c'était le Bund, c'était largement le Bund qui était majoritaire à ce moment-là. Nécessité naturelle. Au fond, on sort du domaine de l'histoire pour entrer dans celui de la biologie ou des sciences physiques, avec des lois de nécessité qui s'imposent sans intervention humaine. Ça a été de faire à croire que précisément, il n'y avait pas de porte de sortie, il n'y avait pas de monde alternatif possible. Et ça a été la grande force des résistances européennes, à commencer par l'Allemagne. Alors, la gauche social-démocrate, la gauche communiste, la gauche syndicaliste, c'est-à-dire les premières victimes du nazisme, que d'entretenir cette espérance-là, mais ils ont fait face à la main de fer du nazisme qui s'est abattue sur eux. Quant aux juifs allemands, de fait, et aux juifs européens d'Europe centrale qui peu à peu sont tombés sous la juridiction du Reich, ils ont été abandonnés de tout le monde. C'est-à-dire qu'à la conférence d'Évian en 1938, le président des États-Unis... mais personne n'en voulait. C'est clair que s'il y avait un consensus européen, c'était « Oh non, les juifs, on n'en veut pas. » Non. Oh non. Et en plus, et rappelle, beaucoup quand ils sont revenus de déportation, c'était l'affaire du bateau, comment il s'appelait le bateau, je sais plus, mais beaucoup quand ils sont revenus de déportation, notamment par bateau, on les a interdits de débarquer dans les ports français, dans les ports européens, jusqu'à les trimballer jusqu'en Palestine, encore une fois de force. L'Exodus, je crois que c'est l'Exodus. Et même, c'était très compliqué d'aller aux États-Unis. L'émigration juive aux États-Unis, c'était tu faisais des mois de bateau, et puis après on te disait non, tu rentres pas, quoi. Donc c'était aussi, voilà. C'est pour ça que le sionisme est un antisémitisme relié à ça. Ah non, mais bien sûr. On rappelle que les homosexuels ont été sortis des camps pour être envoyés en prison aussi. Bah oui, ça a été la grosse honte qui a pendant très longtemps fait qu'on ne pouvait pas du tout parler des déportés pour homosexualité parce que même la famille voulait pas que t'en parles, c'était le déshonneur jeté sur toute la famille, quoi. Et vu que la sentence avait été ensuite validée par l'État qui te récupérait derrière, t'es en mode mais je me bats contre qui en fait? 1938, le président des États-Unis et le président du Conseil français réunissent une conférence internationale pour parler des réfugiés juifs d'Europe centrale, avec le problème des réfugiés juifs autrichiens et allemands. Personne n'en veut, personne ne veut les accueillir, sous le prétexte que, il s'agit de juifs, donc il y a un racisme et une xénophobie qui visent ces populations-là. Deuxièmement, les juifs, c'est quand même souvent des communistes, c'est le judéo-bolchevisme, de la même manière qu'après 2015, on a estimé que les Syriens, premièrement, c'était des Arabes, et deux, c'était aussi potentiellement des islamistes. Bah oui, c'est vraiment c'est vraiment les mêmes dynamiques, quoi. Genre c'est socialiste, juif, et puis avant tout étranger, avant tout slave, enfin slave du coup non puisque juif, mais avant tout immigré. C'est le truc que disait
Zemmour, il dit: «Ah non, les juifs français, on les a protégés, mais les autres, c'était des étrangers, ils méritaient de se faire déporter», sous-entendu. Donc c'est vraiment ce truc-là de et puis bon, alors déjà Zemmour, il dit ça alors que PTDR, les juifs français, comment on les traitait? Bon. Parfois, il y avait un petit doute sur, est-ce que tu étais français si tu venais des colonies? On sait pas. Ne pas oublier le racisme anti-slave des nazis. Bah oui, et même pas que des nazis, hein, des Européens de l'Ouest. Donc on a repoussé, et on a la perspective d'accueillir les réfugiés juifs dans tous les pays, avec les meilleurs arguments du monde. Hein. C'est la crise, il y a des seuils de Ah tolérance, oui, la le seuil de tolérance, oui. population n'est pas prête. Et Oui, la population n'est pas prête. Il y a une trop différence culturelle avec les Afghans, avec les Syri avec les, avec les pas les Ukrainiens, ils ont les mêmes voitures. Même si bon, une fois les Ukrainiens arrivés en France, c'est des voleurs, ils sont mal polis, vous inquiétez pas que une fois arrivés en France, les Ukrainiens, même si médiatiquement c'était en mode ah super génial, ils ont les mêmes voitures, etc. Vous inquiétez pas qu'une fois arrivés en France, ils étaient pareil traités comme des étrangers, comme des voleurs, comme des gens mal polis, comme des gens ingrats, etc. Voilà, c'est jamais suffisant. Tu peux être le migrant le plus exemplaire du monde, tu seras toujours un sale étranger, quoi. Bref. puis encore une fois, ce sont des juifs et ce sont des communistes. Donc on ne peut pas s'inoculer le virus. Le seul pays, de manière assez paradoxale, qui a donné un espoir aux réfugiés, c'est la République dominicaine, qui était dominée par un dictateur à l'époque qui s'appelait Rafael Trujillo, qui a voulu accueillir des réfugiés juifs ashkénazes, donc d'Europe centrale, pour un motif raciste. Ah bah oui, bien sûr. Puisque les Ashkénazes sont plus intelligents, cultivés, ils sont plus blancs, du coup ça va, comment dire, ça va purifier le sang un peu trop marron de la République dominicaine, bien sûr, oui. J'aurais dû avoir un indice avec la blancheur de sa peau sur la photo, malgré le noir et blanc. Mais oui, c'est ça, c'est que plus tu t'éloignes, plus c'est tous des blancs, quoi. Les Français qui ont utilisé les harkis pendant la guerre d'Algérie et les ont soit abandonnés, soit parqués dans les camps parce que là aussi la population n'était pas prête. Ah bah ça c'est clair. Donc on s'est retrouvé face à une situation un peu paradoxale de réfugiés victimes du racisme et de l'antisémitisme le plus violent qui soit, qui ont été accueillis par un dictateur pour des raisons racistes qui, lui, voulait blanchir sa Et au population. Moyen-Orient, il n'y avait pas déjà des premiers juifs qui ont migré avec l'accord d'Hitler. Enfin, c'est des choses que les Israéliens ont dit récemment avec ce qui s'est passé à Gaza. Alors, le mouvement sioniste, qui est un mouvement d'émancipation juive nationale et coloniale aussi, puisque de fait, les intellectuels juifs de la seconde moitié du XIXe siècle étaient imprégnés de colonialisme, hein, comme les intellectuels non juifs. Ce mouvement sioniste a abouti à des premiers établissements, effectivement, en Palestine à ce moment-là. Et il y avait même un clash dans les premiers établissements entre les juifs arrivés d'Europe et ceux qui étaient là depuis longtemps et qui n'avaient pas les mêmes objectifs, qui n'avaient pas les mêmes rapports à la population palestinienne, qui n'avaient pas. Enfin, il y a aussi un clash générationnel une fois arrivé là, quoi. On est en quelle année là, s'il te plaît ? Dès la fin du XIXe siècle. Alors, il y avait déjà des juifs qui étaient présents de toute éternité là-bas. Il y a eu une immigration européenne, des installations de colons, et ça s'est poursuivi évidemment après la Première Guerre mondiale. Cette porte de sortie vers la Palestine, vers le mandat de Palestine, hein, qui était aux mains des Britanniques à l'époque, a été effectivement une source d'espoir pour des juifs d'Allemagne et d'Europe centrale, qui étaient encore une fois bienvenus nulle part. C'est-à-dire qu'ils n'étaient accueillis vraiment nulle part, alors qu'ils étaient par ailleurs chassés de la zone de domination allemande. Et un espoir qui est aussi qui est un espoir dans le suprémacisme. Quand vous regardez toute l'iconographie qui est associée à la construction de la Palestine, c'est une iconographie très blonde, d'un homme nouveau, très musclé. C'est un espoir qui, encore une fois, comme il dit, c'est un espoir à proprement parler colonial et très européen dans son rapport au suprémacisme, quoi. Si on veut historiciser la question de la Shoah et la resituer dans le long terme chronologique de la politique antisémite des nazis, la politique Et antisémite... parallèlement, les juifs déportés vus comme faibles. Oui, et encore aujourd'hui, hein, où j'avais vu ça, je crois que j'avais lu ça sur Haaretz à l'époque, ou même aujourd'hui, les rescapés et les enfants de rescapés, etc., il y a une forme d'allocation qui a été attribuée, bon, il a été difficile de voter ça à la Knesset, hein, mais une allocation pour les rescapés de la Shoah, etc., mais qui en met beaucoup dans une situation de pauvreté assez extrême et de mendicité, puisqu'ils représentent la honte que doit se traîner le peuple juif dans l'image des suprémacistes israéliens. Et du coup, c'était un article de Haaretz qui parlait des SD
SDF, rescapés de la Shoah, qui parlaient de leur vie en Israël comme finalement un espoir trahi et déçu, puisqu'ils voyaient que leur présence était problématique et qu'ils se vivaient en fait comme une population indésirable à l'intérieur. Mais bref, oui, encore aujourd'hui ce stigmate des déportés comme d'une faiblesse dont on veut se débarrasser, quoi. Mais en France, il y a eu ce phénomène, les Juifs de France dénigraient les Juifs algériens. Oui, de fou. Parce que la vie en diaspora, c'est à la fois une vie de population en exil, mais aussi une vie de population qui est influencée par la société dans laquelle tu vis, quoi. La politique antisémite nazie est une politique, au fond, de type médiéval, qui consiste à expulser les Juifs. Le meilleur résumé de la politique antisémite nazie, c'est Judenraus, les Juifs dehors. Les Juifs doivent partir. Et de fait, on se rend compte que, à partir de 1933, très vite, dès les premières semaines, jusque, au fond, en 1941, la politique nazie a visé à expurger la zone de domination allemande de tout élément juif. Purifier le biotope. Purger le biotope, l'espace vital. Et ça passait par de la pression physique, on va cogner les gens, ça passait par des dispositifs réglementaires et législatifs, on va multiplier les normes qui rendent la vie impossible aux Juifs dans l'espace de domination allemande. Il y a plus de 400 décrets qui sont pris à partir de 1933 pour t'empêcher d'aller à la boulangerie de telle heure à telle heure, d'aller au parc, d'avoir un instrument de musique, d'avoir un titre de docteur, de conduire une voiture, d'avoir des animaux domestiques, d'aller à la piscine, d'aller à la plage, etc. L'étoile. On n'en est pas encore là, mais on voit aussi comment dans les piscines déjà, oui, les piscines, les plages, tous les prétextes de charte de laïcité, autour du voile, même de la prière sur ton lieu de travail, des trucs comme ça, c'est autant de façons qui, sans passer par la racialisation et le fichage systématique des musulmans, permet d'écrémer, on va dire, de purifier une partie déjà du corps national de la présence physique, visuelle, quotidienne des musulmans, quoi. Et oui, nous, c'est très souvent par le sport, mais parce que le sport est un lieu de glorification du corps. C'est pas pour rien que y a des débats sur les personnes trans dans le sport, sur les musulmanes qui portent le voile, ou ceux dans le foot qui portent des collants. C'est parce que, comme le sport est un lieu d'exaltation du corps, c'est un lieu aussi dans lequel la suprématie trouve un intérêt à exalter et à glorifier un certain type de corps. Et donc des corps qui sont ceux de la pureté raciale, etc. etc. Et pareil pour les personnes trans. C'est des corps qu'on ne veut pas exalter. Et après, on me dira, oui, les handicapés, etc. Mais pareil, les Jeux paralympiques, c'est à peu près le seul moment où tu vois des personnes en situation de handicap faire du sport. Et on voit le mépris et le combat quotidien que c'est de pouvoir exercer une activité sportive sans que ce soit capté par des discours, soit d'inspiration porn, de regarde, il arrive à faire tout ça, alors moi aussi il faut que je me motive dans ma vie quotidienne, etc. Soit de regards misérabilistes sur le handicap, etc. Et ça, on le voit beaucoup dans cette normalisation des corps et cette volonté du coup symbolique de ne surtout pas glorifier certains corps, parce qu'il ne faut surtout pas que les gens croient que ces corps puissent être un jour dans la norme. Et pour les homosexuels aussi à l'époque, enfin bref. Même le sport où on a interdit aux meufs d'être voilées aussi, et même si ça n'a pas été voté pour l'instant, des propositions qui arrivent régulièrement, qui reviennent à l'Assemblée pour interdire les voiles dans les universités. L'interdiction du voile dans les universités, on n'en est pas encore dans des dispositions réglementaires, mais le fait qu'il n'y ait pas de traçabilité dans la discrimination à l'emploi des personnes musulmanes. Si jamais, je sais pas, tu fais la prière, etc., et tu vois bien que tu te fais harceler au travail parce que tu es musulman, qu'on t'empêche au maximum de faire ta prière, qu'on te harcèle dans les heures spécifiques de la prière, etc., ce qui arrive quand même énormément, il n'y a pas d'instance dans laquelle tu peux faire valoir tes droits, puisque on a le droit de critiquer l'islam après tout. En plus, aucun club de sport n'est adapté pour les personnes en situation de handicap. Déjà, les budgets du sport sont sous-financés, mais alors si tu veux trouver des clubs avec des personnes formées pour pratiquer ton sport de façon adaptée, c'est un parcours du combattant, encore dans les grandes villes, ça commence à bouger, mais dans les petits bleds, c'est un enfer. Oui, de fou. On regarde tellement comme des fous quand on fait ce genre de comparaison historique, mais oui, alors que genre c'est bon, tellement évident. Et alors, mais forcément, on en regarde comme les faux du bus parce qu'il n'y a pas marqué interdit aux juifs. Il n'y a pas un fichage et une racialisation dans la loi, mais les effets sont à peu près les mêmes. Dans un premier temps, ce sont des dispositifs réglementaires qui visent à étouffer ces gens-là et à rendre leur vie absolument impossible et à les pousser à partir, avec parfois des coups de pression. Et ce qu'on retrouve aussi, le bouquin La France tu l'aimes mais tu la quittes, de plus en plus de gens qui parlent de faire leur hijra, ce sentiment arrive forcément dans une population discriminée massivement, et ça pour les musulmans, on a ça totalement. En fait, genre, je veux dire, on ne peut pas ne pas faire de parallèle historique là-dedans. Si l'objectif c'est de dégoûter suffisamment les gens pour qu'ils partent d'eux-mêmes, on est déjà dans le début de cette pente, quoi. L'exemple paradigmatique, c'est évidemment ce que les nazis ont appelé la nuit de cristal, 9 novembre 1938, un moment où les nazis viennent d'annexer l'Autriche et se retrouvent avec plus de juifs qu'auparavant, puisqu'ils viennent d'hériter des juifs autrichiens. Donc ils ont fait partie
partir beaucoup de juifs depuis 1933, mais pas assez. Surtout quand tu te poses la question de faire famille et d'avoir des enfants. Bah oui, qui est la base de rappel des critères du. Je vais pas aller jusque-là, tu vois, évidemment. Je sais pas que c'est un génocide contre les musulmans, etc. Mais un des critères du génocide, c'est notamment le contrôle des naissances. Et le fait d'empêcher une certaine population de donner naissance. Mais du coup, lorsque c'est l'omniprésence de la discrimination qui empêche les personnes de donner naissance, évidemment, on parle pas de génocide, on parle pas de. Voilà, on n'est pas encore à ce stade-là d'extermination, mais on est au moins à une forme de pré-stade préparatoire. Oui, l'interdiction des mariages, typiquement Robert Ménard qui fait pression, certaines mairies d'extrême droite et de droite, enfin d'extrême droite tout court, qui essaient de faire pression pour empêcher les mariages binationaux, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, il y a une volonté pogromique d'intimider, de faire peur et de faire partir des gens de manière massive. Et ils finançaient aussi des voyages pour retourner au Moyen-Orient ou en République dominicaine. Où il y avait des incitations au départ organisées. Alors en réalité, c'est tout le contraire, parce qu'on pousse à l'exil. C'est qu'on te force de partir, mais on t'empêche de partir aussi, tu vois. Genre, il y a ce double truc de on va pas non plus mettre de la thune pour que tu partes. Et on pousse à l'exil dans le dépouillement. C'est-à-dire que les dispositions réglementaires du On fait en sorte que tu sois tellement pauvre que t'aies pas le choix de partir, mais en même temps, t'es trop pauvre pour partir. Qu'est-ce que tu fais? Genre, c'est genre à l'auche. Mais parce que, encore une fois, ça montre que souvent on dit à la base, l'objectif des nazis, c'était de faire fuir les juifs. Et en vrai, oui, mais sauf qu'en fait, la façon de traiter les juifs pour les faire partir était déjà une pré-extermination, portait déjà en elle les germes de la mort de masse, quoi. Lorsque tu pars avec rien. Et tu pars en payant d'ailleurs un droit de sortie qui fait que tu es... Oui, et puis les spoliations, t'as plus le droit à tes biens. Oui. Tu es dépouillé de tes biens, ce qui par ailleurs s'inscrit dans l'économie plus générale d'une politique de spoliation pensée par les nazis pour nourrir les caisses du Reich, les alimenter et nourrir la politique de réarmement allemand. Mais c'est ma dernière question sur l'espoir. Je pense à Victor Klemperer, à son journal. Ah ben voilà, on en parlait. Où il y a quand même si... Je crois qu'il a été réédité en France avec une préface de... Je sais plus qui, mais je crois qu'il a été réédité en français. Il est d'une grande lucidité et noirceur sur ce qu'il vit au quotidien. Il y a quand même l'espoir d'un jour voir ce système s'effondrer et il prend des notes, il tient ce journal pour montrer la corruption par le langage, etc. Donc c'est quelqu'un qui... l'écriture, sa réflexion nourrit un espoir malgré le joug allemand, malgré l'étoile jaune, malgré tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres Klemperer? Est-ce que clandestin? Oui, mais parce que aussi Klemperer, il montre bien que si tu n'as pas cet espoir, autant te suicider tout de suite. Et en fait, t'as un peu un truc de tu ne peux que croire. Et c'est vrai que Klemperer, ce qui est intéressant, c'est qu'il observait aussi les points d'achoppement et de friction de la société nazie. Il était en mode ça peut pas durer, ils sont trop bêtes, ils sont trop brutaux, ils sont eux-mêmes suicidaires. Je crois que c'est aussi une observation qu'il faisait. Mais en même temps, t'as aussi un biais un peu d'observateur passif qui dit j'attends que ça passe en espérant que ça va vraiment passer, quoi. Il y avait comme ça, individuellement ou collectivement, des lieux de résistance ou d'espoir qui ont pu vivre en Allemagne dans ces années-là. Pour les gens qui sont sous domination allemande à l'intérieur du Reich. Oui, comme Trump 2, en vrai, oui. Il y a le fort intérieur, c'est-à-dire précisément la tenue d'un journal intime, la correspondance privée avec des proches et le peu de sens que tu peux arriver à maintenir ou à créer ou recréer avec toi-même et avec tes proches. Et de ce point de vue-là, l'exemple de Klemperer est magnifique parce que c'est un athlète de l'intelligence. C'est quelqu'un qui a préservé... Oui, il est ultra brillant. Enfin, c'est vraiment... il a une observation et Enfin, c'est vraiment... Encore une fois, je vous conseille Projet 1933 qui se base énormément sur le journal intime de Victor Klemperer pour l'année 1933. Et il a une clairvoyance et une lucidité dans ce qu'il observe c'est presque déjà de l'analyse sociologique, enfin micro-sociologique, mais oui. Klemperer, comme Primo Levi, est antisioniste. Oui, et en effet, dans son journal, il a des trucs où il dit les sionistes sont trop cons et tout. Malgré le fait que professeur des universités, il a été banni de son université, il a été assigné à résidence, il a été victime de toutes les dispositions réglementaires qui l'empêchaient de vivre, au fond, et il a maintenu... On l'oblige à travailler à 50 ans, l'usine et tout ça. Oui, il a maintenu sa dignité, sa santé mentale, précisément en poursuivant un travail intellectuel que par ailleurs on lui interdisait, puisqu'il n'avait plus le droit d'aller en bibliothèque, d'emprunter des livres, évidemment de faire de la recherche, de faire cours à l'université, etc. C'est quelqu'un qui, dans l'intimité de son bureau, a cultivé son fort intérieur par ce journal, qui est une volonté de mise à distance du discours nazi, une mise à distance de la fiction nazie, cette fiction dystopique qu'il exclut,
avec cette idée que c'est un homme des Lumières, Klemperer, hein, c'est un spécialiste de philologie romane, c'est-à-dire de littérature et de pensée française. Il se trouve qu'il a fait son HDR, son habilitation, sur Montesquieu. Il avait travaillé à Bordeaux avant la Première Guerre mondiale, dans les archives Montesquieu. C'est quelqu'un qui est habité par ce XVIIIe siècle, par ces Lumières françaises, et qui conserve l'espoir que, malgré tout, et en dépit de l'horreur et de cette mâchoire de fer qui s'est abattue sur l'Allemagne, la raison va finir par prévaloir. Il avait raison. De ce point de vue-là, il a eu raison, même si la raison et la rationalité technique a pu aussi aboutir à des désastres. Hiroshima, un beau résultat d'une belle aventure scientifique, à telle enseigne que quelqu'un comme Jacques Ellul, était professeur à l'université de Bordeaux, grand critique de la modernité technique, a pu écrire à l'été 1945 Est-ce la victoire d'Hitler ? C'est intéressant la take de Hiroshima, c'est la victoire d'Hitler, parce que c'est aussi la logique de mort poussée à l'échelle industrielle, massive, etc. C'est aussi la bombe atomique. Hyper intéressant sur l'espoir. On est moins rentré dans des trucs un peu psychologiques, etc. Mais très intéressant un petit peu ce balayage de c'était quoi l'espoir pour les nazis, c'était quoi l'espoir pour les résistants, c'était quoi l'espoir pour les juifs. Et oui. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.